Moi, ce qui m'intéresse de votre part, c'est de savoir comment ça vous fait réagir, ce que vient de dire Vincent Bretagnol. Qu'est-ce qui vous a frappé, intéressé, confirmé? Donc je propose qu'on commence avec Jérémy Diter, parce que vous avez pris le micro. Donc, oui, en fait, en regardant là toutes ces études, ça m'a mis à l'aise par rapport aux démarches que j'essaie d'entreprendre sur ma ferme. Donc, j'ai pas un retour d'expérience qui est très important. J'ai une conversion qui est assez récente, suite à la reprise de l'exploitation de la ferme familiale. J'ai décidé de la passer en agriculture biologique. Donc en 2017. En 2017, c'est ça exactement. Et en fait, c'était l'idée totalement il y avait déjà une approche sol que mon père avait entamée sur la ferme avec du non-labour depuis de longues années. Mais on était toujours dans l'utilisation d'engrais de synthèse, de pesticides. Et l'idée, c'était de renverser un peu justement le paradigme. On a parlé aussi avant de changement de paradigme. Et c'était de sortir de cette logique de toujours lutter contre et finalement de se servir en fait des services que peuvent nous rendre les différents écosystèmes. Et donc, de quelle manière intensifier ces services écosystémiques? Et c'était un peu ma question avant. Quand on renverse un peu la table, on se met faut sortir un peu de sa zone de confort, aller chercher de l'information, essayer de s'informer sur beaucoup de choses, se former aussi. Et en gros, le point de départ, en fait, je me suis dit dans mon approche, donc c'était vraiment d'avoir une approche écosystémique, une vision globale. Et en fait, le point de départ de cette biodiversité, pour moi, justement, c'est le sol. C'est le sol qui est l'origine en fait de la chaîne alimentaire qui va finalement faire pousser la plante, qui va nourrir les animaux, qui va nourrir l'homme. Et c'est un peu ce qu'on reprend, par exemple, André Voisin, un agronome du siècle dernier, qui est un peu à l'origine du pâturage régénératif. Il dit la santé du sol, c'est la santé de la plante, c'est la santé de l'animal, c'est la santé de l'homme. Voilà. Et donc, c'est de repartir en fait de ce sol. Et dans ce sol, justement, il y a les vers de terre et il y a aussi tous ces micro-organismes. Et en fait, plus on apporte de diversité aérienne de plantes, plus on va avoir de diversité de micro-organismes. Et l'idée, c'est de quelle manière je peux aussi avoir, en plus de cette diversité, le maximum de micro-organismes. Donc, c'est une plante qui exude au maximum, qui redescend des sucres par ses racines grâce à la photosynthèse qu'elle réalise. Donc l'idée, c'est de toujours couvrir le sol, en fait, ça a été ça la grosse logique, et de ramener toute cette diversité. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui ne tourne pas encore tout seul, et donc on n'a pas encore ces plantes messicoles comme ça a été présenté. Donc l'idée, c'est de ramener toujours de la plante, même quand on cultive un blé, c'est de faire des sous-semis de diversité, des mélanges de plantes, ramener des légumineuses, des crucifères, des graminées qui poussent sous ce blé tranquillement et qui prennent le relais après, et profiter des intercultures pour ramener toute cette diversité de plantes, récolter ce dont on a besoin. En fait, l'agriculteur, à chaque fois, il a un impact à tout moment sur l'écosystème. Après, l'idée, c'est de voir de quelle manière quel impact on a et de quelle manière on peut le corriger au mieux. C'est ça un peu l'approche globale sur laquelle je tends. Après, aujourd'hui, j'ai des observations par rapport à mon expérience que j'avais d'avant. On voit des choses quand même. On parlait de 3 à 5 ans. On se rend compte qu'il y a une résilience assez rapide quand même du sol. Et ça, c'est plutôt positif, quoi. C'est très positif. Et après, aujourd'hui, j'ai pas encore assez de recul pour présenter des résultats, dire que tout ça marche. En tout cas, c'est l'approche globale que j'ai voulu... Disons que c'est encourageant. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça a même un effet sur le stock d'eau, la réserve en eau des sols. C'est-à-dire que non seulement vous êtes sur... vous avez décrit, quand on s'est parlé, vous m'avez parlé aussi de la capacité d'autodéfense de ces sols qui, du coup, génèrent... ce que vous avez plus ou moins confirmé. C'est-à-dire que... Il y a un effet, pas que sur les vers de terre, on est vraiment sur un système complexe, et vous le constatez, vous, concrètement, vous n'avez pas eu besoin de faire beaucoup de traitements, en fait, c'est ça? Non, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a, là, sur les années de conversion, on a totalement réduit on n'a pas utilisé de pesticides, on a juste dû les utiliser une fois, c'est sur des pommes de terre, et c'était contre les insectes, et c'est seulement au moment où la plante s'est mise en stress hydrique, finalement, où justement on a créé un déséquilibre. Le stress hydrique engendre un déséquilibre, où on a une problématique à gérer. Sinon, sur le reste, on a pu s'en passer complètement. Et après, par rapport à l'eau, c'est vrai que c'est l'exemple
justement de parcelles conventionnelles semées à la même date. Cet été, c'était assez flagrant. On voyait c'est tous ces processus d'apport d'engrais organiques en fait qui ne cassent pas toute cette microbiologie des sols. Il y a des études qui existent comme quoi l'apport d'engrais de synthèse, l'azote, par exemple, ont des gros effets sur la mycorhisation. Et les mycorhizes, c'est des transmetteurs dans le sol, c'est des lieux de stockage. Je veux dire, c'est toute cette diversité qui permet de mieux stocker l'eau. Yannick Paiement, alors dans votre approche à vous, qui est pas centrée sur le labour, mais sur une approche, vous pouvez nous décrire comment les intuitions, les descriptions de Vincent de Bretagnol se confirment ou pas, s'infirment. Qu'est-ce que votre expérience Oui, je ne peux que confirmer par ce que j'ai vu, ce qu'il vient de dire. Après, je m'étonne toujours qu'il faille des grandes études, des centaines d'études, pour dire que quand on tue les insectes, quand on tue les champignons, il y a plus de vie. Moi, je pense qu'on devrait s'en rendre compte sans faire autant d'études et passer du temps à autre chose. Après, moi, j'ai le double emploi de maraîcher et je fais aussi un peu de céréales. Et au départ... Donc vous êtes sur 20 hectares alors que Jérémy Dittner, vous êtes sur 85, ouais, c'est ça? C'est ça. Alors nous, c'est pareil, on a entamé la conversion il y a 4 ans. Et au bout de 4 ans, on voit les signes positifs qui ont été dits, je ne vais pas les rappeler. Et surtout, au départ, nous, on a été inspirés sur le maraîchage par un mouvement qui s'appelle maraîchage sur sol vivant. Donc là, on revient à la biodiversité et au sol vivant. Et on arrive à faire des choses en paillant, en stockant du carbone dans le sol, à faire revenir la vie, à refaire venir des stocks, comme cet été où il a fait très chaud, des stocks d'eau, du fait d'avoir augmenté la matière organique, et on a des avancées qui sont spectaculaires. Il y a des taux de matière organique incorporée dans le sol. Je parle encore d'incorporation, parce que moi je travaille toujours les sols, je ne suis pas en sol non travaillé. Ça pourrait être un but, mais je pense que ce n'est pas encore possible chez moi. Et là, on avance à grands pas, mais sur des quantités de matière organique phénoménales. Et quand on est sur un système après céréalier à côté, si on étend nos petites parcelles de maraîchage, on ne peut pas opérer de la même chose dessus, quoi. Et là, c'est sûr que ce que j'ai pu faire en 4 ans sur un petit morceau de terre, je ne peux pas le réaliser sur 20 hectares de céréales, parce que tout simplement, je n'ai pas les moyens de trouver cette matière, ou aujourd'hui, je n'ai pas le savoir-faire pour faire pousser cette matière directement avec des engrais verts, des couvertures de sol sur mes terres. Mais à partir du moment où on y arrive, on peut vite avancer. Et les rendements vont se rapprocher très vite du conventionnel. Et en maraîchage, je pense, sur du sol vivant, on va dépasser le conventionnel facilement. Donc en écho aux remarques de Vincent Bretagnol, mais avec quand même la question du passage, parce que vous dites passer à l'échelle, c'est du boulot, c'est de l'argent. C'est ça. C'est quoi la plus grosse difficulté La plus grosse difficulté, déjà, c'est que quand on part sur des intuitions comme ça, même si d'autres paysans à côté de nous l'ont fait, on a quand même le risque de se tromper. Et quand on se trompe, c'est des pertes financières, c'est des pertes de temps. Enfin, pas perte de temps, parce qu'en se trompant, on apprend toujours. Mais si sur on va dire un dixième de votre parcelle de maraîchage, vous vous trompez, vous allez vous en sortir avec le reste. Ou le maraîchage a une rotation rapide, c'est pas annuel, mais vous allez passer, si vous avez loupé la carotte, vous allez tout de suite l'enlever parce que c'était pas bon et passer sur autre chose. Quand vous êtes sur un système céréalier, ça va déjà être plus compliqué, c'est plus onéreux. Faire des essais sur des petites parcelles, c'est pas toujours facile. Parce qu'on n'a pas le matériel, ou après pour les récoltes, tout ça, si on n'est pas équipé, on ne peut pas trop faire de toutes petites parcelles. C'est en temps, quoi, c'est chronophage. Et les essais sont chronophages. Et donc, voilà. J'ai un peu perdu le fil de la question. Mais, non, si l'investissement pour pouvoir passer à l'échelle, c'était ça. C'est ça. Donc après... beaucoup de temps. Il est sûr qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu que quand on parle de non-labour, et c'est un peu la même réflexion qu'au départ, les scientifiques nous disent si vous arrêtez de labourer, vous allez gagner.
Et j'arrête la charrue. Ça fait 2 ans, j'ai essayé 2 ans la charrue, j'ai dit j'obtiens rien. Donc les paysans ont cette habitude de ne pas vouloir écouter les scientifiques. Et à un moment donné, il va falloir peut-être écouter ce qui marche, ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que dit le scientifique de ça? Alors comment vous arrivez à parler avec les paysans? Alors sachant que vous avez mis Brio au centre de votre carte. Ouais, tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'études scientifiques et maintenant il y en a besoin parce que les paysans les écoutent pas. Moi je pense qu'on a besoin quand même parce qu'on ne sait pas tout. Et effectivement, il y a un gros problème de diffusion et de dissémination des informations. Mais ça, c'est pas... Mais Jérémy Dittner, justement, moi, ce qui m'a impressionné dans ce que vous décrivez dans votre expérience, c'est, je sais pas, il faut avoir un bac +10 pour comprendre ce qui se passe, pour avoir la patience de se dire si ça marche pas maintenant, ça va sûrement marcher dans 10 ans parce que j'ai eu accès à l'information qui me conforte dans mon intuition. Non, je pense pas du tout qu'il faille un bac +10. En fait, il faut, je pense, une certaine expérience de son contexte, quand même connaître un peu ce qui se passe. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir grandi sur la ferme, hein, que mes parents m'ont transmis et tout, donc j'avais déjà un peu une connaissance du milieu. Et après, je pense que c'est beaucoup d'observation. C'est de l'observation, parce que moi, scientifiquement, je suis incapable de mesurer si j'ai plus de bactéries lactiques et de champignons dans mes sols, j'en sais rien. Je suis pas capable de le mesurer. Mais par contre, j'ai cette capacité peut-être à connaître ce milieu et à observer les changements, quoi. Tout en acceptant d'aller chercher loin les expériences quand même, parce que vous dites que vous avez moins appris de vos voisins que d'expériences en Allemagne, dans le reste de l'Europe. Parce que là, je pense qu'on est, on est sur quelque chose, un peu une rupture, sûrement une rupture par rapport aux pratiques conventionnelles. Et vu qu'on est entouré que de ces pratiques conventionnelles, c'est pas forcément là-dedans qu'on peut puiser cette information. Alors, je pense qu'il y a 2 notions. Il faut savoir aller chercher un peu partout et l'adapter à son milieu. Et après, il faut peut-être aussi savoir essayer de se remémorer. Alors, c'est pas forcément moi qui peut me remémorer de ce qui se faisait un peu avant en agronomie, mais c'est en fait de reprendre un peu aussi les notions de bon sens qu'il y avait avant l'industrialisation de l'agriculture. Mais l'adapter avec les techniques modernes, bien entendu, on va pas battre un blé à la main, ou je veux dire, c'est pas ça l'idée. Mais c'est de reprendre en fait des techniques de bon sens qui étaient appliquées, qui n'étaient pas forcément expliquées scientifiquement, mais qui étaient du bon sens agronomique, et les réadapter, tout en cherchant aussi ce qui est neuf, quoi. Genre, pas ce qui est neuf, mais les nouvelles connaissances. Et là, je pense que quand on veut changer vraiment de système, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort et aller. Il y a des moments comme ça qui sont clés, où il faut aller chercher un peu ailleurs. Et j'ai eu la chance, moi, de trouver des réponses à ces questions que je me posais. Maintenant, c'est un peu tombé par hasard, ou est-ce que je l'ai provoqué, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, c'est un moment, c'est aussi un changement d'approche. Donc, on voit les choses totalement différemment. Quand on est dans un système d'agriculture intensive, on est tout le temps à la recherche de la rationalisation. On rationalise parce que sûrement que les rendements, le rendement économique ne permet plus d'en vivre complètement, donc on rationalise son temps pour pouvoir faire autre chose à côté. On rationalise tout pour être toujours à l'économie. Voilà. Là, maintenant, quand on est dans une approche globale, écosystémique, en fait, on est toujours, on renverse ça et on est dans une recherche finalement de complexité. En fait, c'est la complexité qu'on va réapporter dans nos écosystèmes qui vont leur permettre d'être pérennes. Et après, c'est de laisser faire. En fait, c'est d'essayer de comprendre. Alors, on n'a pas la science infuse pour comprendre. Je suis pas écologue et tout, de comprendre toutes les interactions d'un écosystème, mais c'est essayer d'en comprendre un peu la dynamique globale, et après de travailler avec ça, et surtout laisser travailler, avoir l'humilité de laisser travailler le vivant. Ça nous économise beaucoup de ferraille, ça nous économise beaucoup de gasoil, et voilà, quoi. Et ça permet à terme peut-être d'embaucher plus de monde sur l'exploitation, parce que vous me disiez que pour vous l'enjeu il est humain. En fait, on parle de biodiversité, mais du coup, la diversité, elle doit être à tous les étages, quoi. Elle part peut-être du sol, il faut qu'elle le soit au niveau paysager aussi. Mais l'idéal, justement, c'est quand on a une approche d'écosystème, c'est plus on a de complexité, plus on est nombreux, plus on a de diversité, plus l'écosystème est durable. Donc voilà, l'idée c'est aussi de ramener l'humain sur la ferme. Parce que justement, dans cette logique de rationalisation, c'était aussi de faire le maximum de surface avec le moins de monde possible. Donc
c'est aussi cet objectif-là. Après, ça demande de ramener suffisamment de valeur ajoutée pour remplir ces objectifs. Donc là, moi, je suis encore dans une phase de transition, donc on y va étape par étape, mais ça fait partie des visions que j'ai pour la structuration prochaine de la ferme. Et Yannick Paiement, ça Oui, vous oui, parle, moi, je la suis biodiversité des paysans. tout à fait d'accord avec ça. C'est que c'est très simple. Hein. Si on met toute une région qui a une production, on a l'exemple en France des vignobles, la biodiversité elle est catastrophique. C'est pas la faute des vignerons, c'est la faute qu'il n'y a pas de biodiversité de paysans. Et si vous mettez sur une commune 10 paysans qui ont 10 productions différentes, avec 10 cheptels différents et des haies entre chacun, et que tout le monde s'entraide et qu'on a plus d'échanges entre nous pour avancer là-dedans, forcément la biodiversité avance plus vite que si sur votre commune vous n'avez qu'un paysan qui a une monoculture, une façon de faire et qui ne remet jamais en cause son système par rapport à des voisins qui l'ont pas. Justement, l'expérience de la communauté de communes Océan Marais de Mont, Jean-Guy Robin, elle montre bien ça. Vous avez commencé par vouloir demander à des agriculteurs de s'installer pour l'exploitation et la gestion des espaces naturels sensibles. Et au début, il n'y avait personne. Et puis petit à petit... Donc, nous, on a commencé à la communauté de communes à travailler sur cette problématique-là en 98. Alors moi, j'étais un peu, comme disait Vincent, un peu de son avis, parce que c'est vrai que à cette période-là, on était plutôt dans l'intuition sur l'intérêt de l'agriculture biologique dans les espaces naturels protégés. D'ailleurs, dans beaucoup de réserves naturelles, à ce moment-là, ils ont mis l'agriculture classique. Mais nous, on avait misé sur cette possibilité-là, c'est-à-dire d'installer des agriculteurs biologiques et de choisir dès le départ. Donc dès 98, on a installé notre premier agriculteur sur le secteur plutôt de marais salés du secteur de notre communauté de communes. En bleu, là-haut. Alors c'est une toute petite zone qui fait 100 hectares sur les 13 000 hectares de marais qu'on a. Mais c'est vraiment une minuscule pastille. Et donc on a installé, sur la diapositive d'après, un premier agriculteur, alors qu'il avait un profil un peu particulier, qui était ancien salarié de la LPO, et qui voulait créer de la biodiversité en étant agriculteur avec des vaches maraîchines. Donc un naturaliste qui se fait agriculteur. Oui, alors c'était un ami, voilà, c'était un cas particulier, c'était en 98, il y a quand même maintenant quelques années. Et donc sur les ENS départementaux, l'orientation était simple, il fallait conserver le patrimoine biologique et puis laisser ouvert gratuitement au public. Mais dès le départ, avec un plan de gestion comme une réserve naturelle, on avait dit ben non, on va essayer d'installer que les agriculteurs en agriculture biologique, on ne veut pas d'autre chose. Donc, moi ça me paraissait intuitif, mais je me disais non, ça ne va pas mettre des gens qui mettent des pesticides sur ces espaces-là, ça ne marchera pas. Et puis on avait rajouté des choses, on a dit on va prendre des races locales aussi, en plus. Alors agriculture biologique plus race locale, il faut chercher. Il n'y a pas grand monde qui en 98 était sur les deux. Et puis on voulait installer des jeunes. On avait un avantage, c'est que sur ce secteur-là, on était plutôt en déprise, c'est-à-dire sur l'abordement quand on est arrivé, il y avait un agriculteur. Sur le bilan aujourd'hui, ce qui fait que j'ai quasiment plus rien à faire, c'est qu'aujourd'hui on a 4 exploitants sur le site qui fait 100 hectares, donc c'est un tout petit site. Ils sont tous en agriculture biologique ou naturel progrès. Ils sont pour 3 sur 4 naturalistes. En gros, c'est eux qui viennent vers moi pour avoir de la biodiversité sur leur terrain, comme la Gorge Bleue, ils sont contents quand ils en ont. Et aujourd'hui, on est en train de travailler plus sur les gens qui s'installent autour. Parce qu'en fait, il y a eu comme un effet de... Alors, je parle comme mes collègues de l'intercommunalité qui travaillent sur l'économie de pépinière, en fait. C'est un peu comme une pépinière d'entreprise. C'est-à-dire que forcément, ces 5 personnes sur nos ENS, elles ne travaillent pas sur 100 hectares. Donc aujourd'hui, elles travaillent quasiment sur 500 hectares. Et elles mettent les mêmes pratiques que sur les ENS, sur les 500 hectares qu'ils exploitent. Et on est en train d'arriver tranquillement à 1000-1500 hectares sur le marais breton, gérés avec les mêmes pratiques, avec des races à faible effectif, et avec une gestion type un peu réserve naturelle, c'est-à-dire en incluant la biodiversité dans la vie de ces personnes. Alors par contre, on a quelques petits éléments qu'on est en train de développer en ce moment, c'est la diapositive d'après. On a des problèmes d'échange. Alors c'est vrai que je reviens sur l'histoire des chercheurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui se lancent aujourd'hui ne sont pas tous naturalistes. On a quelques enfants d'agriculteurs qui ont vu le mouvement et qui ont envie de rentrer dedans. Donc un peu comme Jérémy. Voilà. Et par contre, il leur manque les... Des fois, ils nous disent on veut bien faire, mais il faut qu'on échange avec des naturalistes parce que nous, on ne sait pas en fait. La gorge bleue, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la gorge bleue? On aime bien l'oiseau, il est beau, il est magnifique, il est intéressant, mais alors, tu laisses ta grand stigma, on ne sait pas. Et c'est pas intuitif.
Donc on a besoin de ces échanges, et là on a institué depuis l'année dernière des rencontres agriculteurs, consommateurs, naturalistes. On essaie de voir comment sur les exploitations on peut faire de la biodiversité, et où chacun essaie d'échanger sur sa vision de la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut en atteindre une? Donc le circuit court de la connaissance et de la consommation finalement. Ça demande un petit peu de temps, mais les échanges sont passionnants, et puis des fois passionnés par certains agriculteurs qui ont des idées qui remettent aussi en cause le fonctionnement des naturalistes. La diffusion de la connaissance, moi tout ce que j'ai entendu ce matin, je vais le réutiliser, même si on est un peu dans le mouvement, il y a plein de choses qu'on... Et puis c'est vrai que j'ai été étonné aussi, moi, du peu de mouvement sur les dernières actualités, en disant, ben non, mais les bandes de 5 mètres, ce ne sera pas de l'improductif, c'est pas de l'improductif, c'est hallucinant qu'on puisse dire ça au niveau national. Enfin, je pense qu'on a besoin de données factuelles, hein. On les a, et elles doivent venir des scientifiques. Je crois que Guillaume Rioux pourra dire 2-3 mots à propos. Et puis, La question provocatrice de on a besoin de valoriser l'expérience, c'est un peu le rôle de ces journées. Hein. Ben moi, l'avantage que j'ai, ce que je disais, c'est que je finis par faire plus grand chose. En gros, mes paysans, ils sont moteurs de la biodiversité sur mes espaces naturels. Donc, et ils ont créé un mouvement qui s'appelle les paysans de nature. C'est des paysans qui essaient de rassembler en France les paysans qui veulent produire de la nature sur leur exploitation. Et ce que vous dites, c'est que finalement l'équilibre économique, il se trouve pas que avec des fonds publics. C'est-à-dire que vous constatez qu'il y a une complémentarité entre l'action publique que vous incarnez quand même, parce que vous avez quand même un poste à plein temps sur les sujets de la biodiversité, ouais, Oui. et que ça a un effet sur l'agriculture et sur ouais, bah ça, c'est sur la évident. production. Enfin, après, c'est évident, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir du chiffre, mais aujourd'hui, sur le Marais breton, c'est 500 familles qui se nourrissent à partir de ces productions-là, donc c'est pas négligeable, 500 foyers sur une petite zone rurale. Aujourd'hui, on est en train de travailler, en train de faire des conventions avec Biolait et Biocop, parce que c'est vrai qu'on veut ajouter cette plus-value de diversité dans le bio. Et avec les Biocop du secteur, on fait une rencontre, toujours pareil, entre les agriculteurs qui ont nos pratiques et la Biocop pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer une filière. Et Frédéric, il me disait, tu peux dire aujourd'hui, moi je vends un bovin bio au marchand, c'est 500 € que je récupère. Je le vends en direct à la Biocop, je récupère à peu près 1000 €. Voilà. Donc la plus-value économique, elle n'est pas négligeable. C'est un boutard. Ouais. Voilà, sur un brouillard. Juste avant d'entendre justement un témoignage de politique publique majeur, moi, Jérémy Dittner et Yannick Mémon, vous vous sentez naturaliste ou c'est quoi votre motivation à agir? C'est quoi qu'est-ce qui vous anime au quotidien? C'est l'amour de la nature ou c'est nourrir les gens? Comment vous vous intégrez dans ce mouvement d'agriculteurs naturalistes? Alors, je pense que non, on n'est pas naturaliste de base. Mais après, je pense que c'est un peu toute ma démarche. En fait, on se prend au jeu. Et moi, au départ, ma ferme est à une partie sur une zone de captage. Et en fait, c'est le point d'entrée c'est le point de départ en fait de mon raisonnement, mais qui était de loin pas aussi global au départ, quoi. D'abord, j'ai converti quelques hectares sur la zone de captage, ensuite. Et après, en fait, on se prend au jeu parce que justement, quand on passe d'un système conventionnel alors, dans le système conventionnel, on avait déjà depuis longtemps toute une démarche sur la réduction du travail du sol, la réduction de l'utilisation des pesticides avec différents MAE, là, comme vous avez pu le présenter. Mais après, là, on change vraiment on a essayé de changer. Et petit à petit, alors, on se dit, on change de paradigme. Et puis alors, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va restaurer de la biodiversité et tout, c'est là qu'on va être observateur. Donc, on va voir des choses sûrement se passer, j'espère. Et c'est là, je pense qu'on va se prendre à ce jeu-là et qu'on va chercher des connaissances sur ce sujet-là. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore restauré assez de biodiversité. On constate comme ça, on avait l'impression que ce printemps, on avait un peu plus d'oiseaux qui se promenaient sur les parcelles parce qu'on a des associations de culture, donc sûrement un peu plus d'insectes et tout. Mais ce n'est pas des choses qui étaient encore assez concrètes pour ma part. En tout cas, je ne me sens pas encore du tout dans ce rôle-là, mais en tout cas, peut-être que ça va venir au fur et à mesure, en fait. Ouais. C'est ça. Yannick Pément, vous faites le même constat, les oiseaux reviennent presque massivement, non? C'est ce que vous avez dit. Les oiseaux, les insectes, on voit les coquelicots, on combien de voit temps? des bleuets, 5 ans, à peu près, où il n'y a plus de pesticides, on va dire.
C'est la principale action qui a été faite. C'est supprimer tous les intrants qui tuaient, qui tuent plus, et la vie revient. Moi, c'est pareil, je suis d'abord paysan, je ne suis pas naturaliste. Moi, ce qui m'ennuyait, c'était un métier que je voulais faire. J'étais ouvrier agricole avant. Et en voulant prendre la direction de paysan, je voulais le faire en laissant quelque chose derrière moi. Si un jour mes enfants reprennent une ferme, je voudrais quand même leur laisser quelque chose de viable et de propre, quoi. C'était la principale motivation, et c'est de faire quelque chose de propre, quoi. Je n'entendais pas produire quelque chose qui allait abîmer mon environnement, qui me fait vivre, parce que moi, c'est l'environnement. On parle de biodiversité, mais aujourd'hui, c'est la biodiversité qui va me faire vivre et qui va faire que ma ferme peut être pérenne, quoi. Si je continue à détruire la biodiversité, moi, mes sols, là, ils sont presque morts, et nous, on repart presque à zéro, quoi. Faut reconstruire, et on a besoin de ça, quoi. Si je pouvais juste... en fait, j'ai pensé encore à quelque chose là pendant la discussion. En fait, tous ces éléments de biodiversité, c'est quand même... de toute façon, on est obligé de s'y intéresser, parce que c'est des éléments indicateurs aussi de l'évolution de nos pratiques. Aujourd'hui, moi, j'étudie beaucoup les flores qui poussent sur mes sols, parce que ces plantes ont un rôle bio-indicatrice en fait, de l'état de santé de mes sols. Elles sont là pour corriger aussi un déséquilibre qui est dans ce sol. Et ben, je pense que cette biodiversité, cette faune qu'on va voir autour aussi, vont être des indicateurs. Après, ben, là, il faut travailler le sujet, voilà, pour savoir comment évaluer correctement. Faire appel à la communauté scientifique, exactement. Justement. Alors, Guillaume Choisy, vous êtes directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui est une agence pilote dans la mise en œuvre des paiements pour services environnementaux, qui est effectivement comment faire en sorte que ces agriculteurs qui font quand même un choix audacieux, puisqu'on l'entend, il y a des risques d'échec, il y a des années d'essais, de formation pour pouvoir arriver à trouver une viabilité économique. Et les agences de l'eau, elles travaillent avec les agriculteurs pour expérimenter comment rémunérer cet investissement-là. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, on verra ce qu'il y en est à terme, mais on peut le dire comme ça, oui. Peut-être 2-3 mots sur les agences de l'eau. On est un établissement public d'État, comme l'AFP ou l'AFP demain. On est financé on a nos propres financements, parce qu'on prélève 70% des redevances sur les factures d'eau, et les 30% restants étant répartis sur la vente d'eau aux industriels et sur la facture d'eau à l'irrigation et sur les pollutions diffuses, sur la vente de produits phytosanitaires, qui est la redevance en augmentation. Voilà, on redistribue globalement à peu près dans les mêmes proportions sur le petit cycle, à 70%, sur l'assainissement, eau potable, pour les infrastructures, et sur l'aide aussi à l'agriculture, qui est probablement la partie la plus importante, notamment sur les postes assises de l'eau qui ont eu lieu cet été, les conclusions ont eu lieu cet été. Voilà, donc alors collez bien le micro contre votre menton. Pardon, oui, je viens coller. Donc, ce qui nous régit, c'est d'abord d'avoir un bon état des eaux. Et pour cela, on est effectivement amené à travailler avec les agriculteurs. Aujourd'hui, le bon état des eaux, c'est la directive cadre européenne qui les régit. On doit arriver à terme, et à terme, c'est normalement 2027, et c'est encore ce qui nous régit aujourd'hui, un bon état des eaux en Europe à 100%. On est en France à environ 40%. Sur un bassin comme à Dour-Garonne, on voit qu'on a réussi quand même globalement à résoudre les premiers problèmes qui étaient les pollutions domestiques ou les pollutions industrielles. Il reste 2 problèmes majeurs. Un, c'est tout ce qui est lié au bon état des eaux. Et ça nous concerne moins aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est la continuité écologique, tout ce qui est les poissons, le bon état physique de l'eau, donc tout ce qui est eau stagnante, et par définition, et encore plus avec l'évolution des changements climatiques, une problématique à régler. Et le premier facteur est probablement lié aux pollutions diffuses, et quand on met pollutions diffuses, micropolluants, on a en priorité, notamment dans des bassins agricoles comme à Dour-Garonne, la question du modèle agricole et liée aux pesticides. Donc on a commencé à agir avant les PSE, parce qu'on a déjà accompagné l'agriculture biologique depuis quelques années, à mi-programme, donc on a des programmes de 6 ans, donc ça fait déjà 4 ans qu'on a des politiques publiques
dessus. On s'est engagé, les agences, sur 60 millions d'euros, on en a mis un peu plus de 200 millions, et l'objectif c'est de mettre 400 millions d'euros sur l'agriculture biologique sur les 6 prochaines années, sur les 5 prochaines années. À l'échelle nationale. Et pour ça, pourquoi on arrive à agir et à vous accompagner? Parce qu'on s'aperçoit que pour lutter contre le FUS, que évoquait Vincent Bretagnol, on a besoin d'approches probablement plus systémiques et plus globales. Alors, je ne sais pas si les scientifiques sont les mieux à même pour parler aux agriculteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les agriculteurs se parlent entre eux, et que le développement agricole, il est souvent passé par là. D'abord, il faut apporter de la connaissance, c'est quand même assez essentiel. On peut y participer, on collecte quelques millions de données chaque année. Je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques de l'INRA, du CNRS et autres qui peuvent participer à ça, mais il faut aussi qu'il y ait une dynamique collective qui nous permette de faire un changement. Et face au changement climatique, j'ai tendance souvent à dire, moi, il nous reste à peu près 10 ans d'action à agir, sinon on va subir. On est en train de perdre 30% de la biodiversité, on a de la chance, il nous reste encore 70%, mais faisons en sorte que celle-ci, on puisse la préserver, qu'on puisse préserver nos sols et mettre en adéquation nos pratiques avec ce que est capable de supporter la nature. Et on voit qu'on peut avoir des phénomènes de reconquête, c'est ce que exposait Vincent Bretagnol dans son exposé. On sait aussi qu'on peut, sans difficulté majeure, y compris en termes économiques, baisser de façon significative la pression liée aux phytosanitaires de 25, même 50 ou 75%. C'est ce qui a été démontré par Vincent dans un certain nombre d'études, sans remettre en cause fondamentalement les choses. Donc l'effort, il est faisable, il faut simplement qu'on arrive à sécuriser les choses pour y arriver et qu'on puisse le mesurer à terme. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on est sur l'année 2018, une année record de consommation de pesticides, plus 30% en France, ce qui va être diffusé ou ce qui a commencé à être diffusé dans les prochaines années, je pense, les prochains jours. Donc on est encore dans un schéma qui n'a pas beaucoup évolué en termes de mise, même si on a de plus en plus d'agriculture biologique, on a besoin d'avoir probablement des phénomènes de concertation. Et nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut d'abord protéger, c'est ce qui était sorti des assises de la bio il y a à peu près un an et demi, maintenant un an, où on avait mis prioritairement tout ce qui était lié au captage, et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient pour sécuriser sur les points de captage en eau potable. C'est aussi des enjeux des assises de pouvoir sécuriser sur ces points-là un certain nombre de producteurs, notamment en bio, et de réduction des intrants pour pouvoir sécuriser les qualités des eaux, qui devient assez essentiel. On prévoit une baisse de 40 à 50% d'eau. Donc en un bassin comme à Dourgarode, 80% de la population est alimentée par les rivières, on est extrêmement vulnérable si on n'y prend pas garde et si on n'agit pas à la source. Et l'enjeu, il est d'agir à la source. Voilà. Sur les PSE, peut-être 2 ou 3 mots, sur les paiements pour services environnementaux. On a vocation à les mettre en œuvre. Il y a 2 dispositifs qui sont presque prêts. Un en Adour-Garonne, un sur Haute-Paris, en bassin Seine-Normandie. Alors celui de Haute-Paris, je le connais moins, mais il est plus lié à la bio. Et l'objectif, c'est d'avoir quelque part une sur-incitation à l'accompagnement à l'agriculture biologique pour sécuriser durablement le bassin versant qui alimente Paris en alimentation en eau potable. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu de ce paiement pour services environnementaux qui ont vocation à reconnaître le rôle des agriculteurs pour préserver l'eau et la biodiversité sur les milieux et sur les territoires. Donc ça, c'est un enjeu nouveau qui est apparu sur le plan biodiversité et sur les assises de l'eau il y a maintenant un an, qui doit se concrétiser par 150 millions d'euros sur 3 ans et qui a vocation à être repris par ce qu'on appelle l'éco-scheme, le premier pilier de la PAC, qui représentera X pourcentage, probablement autour de 30%, peut-être plus si on est généreux, peut-être moins si on n'arrive pas à faire gagner des arbitrages. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir un certain pourcentage du premier pilier de la PAC, donc le pilier économique, qui rémunère les fonctions de préservation de l'eau et de la biodiversité des agriculteurs et de l'environnement. Donc on a essayé de créer un système. Nous, on est parti sur un système de points avec, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de notification européenne, avec un paiement par minimis, donc extrêmement limité en termes de montant par exploitation, mais un système de points avec 3 critères. Le premier critère, c'est les assolements sur 10 points. Plus on a un assolement diversifié, plus on y arrive. Le deuxième point, c'est l'impact des pesticides avec un calcul de l'IFT. Donc on revient sur ce qu'on voyait tout à l'heure, plus on a une IFT bas, plus on arrive. Et le troisième point, c'est sur un système de IAE, tout ce qui est lié aux mesures agroécologiques et autres, avec un système exclusif, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir moins d'un, pour les systèmes de culture élevage, moins d'un cas, tout ce qui est bonne pratique et tout ce qui est lié
au seuil réglementaire des bonnes pratiques agricoles ou du réglementaire est exclusive, donc on va au-delà de ça et c'est bien un effort supplémentaire que l'on demande. Voilà, donc on a retenu sur Adour-Garonne 19 territoires où on financera les exploitations qui arrivent à un nombre de points supérieur à la moyenne, c'est-à-dire supérieur à celle dans ce critère d'assurance, et on a retenu des territoires, soit le Marais, par exemple, Marais de Bourrache, qui n'est pas loin des Sèvres, ou des Coteaux, des Cosses, des zones sensibles, ou aussi on a retenu des zones arboricoles où on a une incidence extrêmement probante, où là c'est vrai qu'on a besoin d'agir. Voilà, on a donc tenu des territoires relativement assez divers dans leur approche, mais l'objectif c'est de pouvoir remettre en adéquation un peu les modèles agricoles à terme avec ce que on est capable de supporter, sachant qu'il nous faut globalement du temps pour le mesurer après sur l'eau. Donc voilà. En faisant simple, après on peut répondre aux questions. Mais... Oui. Et vous avez un rôle important de coordinateur des acteurs, c'est-à-dire que vous vous adressez aux collectivités par le biais de leur service développement économique, c'est-à-dire que vous intervenez sur le champ économique, c'est ce que vous me disiez. Donc les collectivités, comment vous... Parce que vous voyez, sur la communauté de communes, enfin, dans le secteur de Jean-Guy-Robin, il y a une politique espace naturel sensible qui est assumée sur l'environnement, mais comment est-ce qu'on arrive à toucher les collectivités, considérant le diagnostic qui a été fait au cours de l'année passée, que les collectivités, elles ne sont pas forcément hyper proactives sur ces sujets-là? Comment vous y prenez? Aujourd'hui, c'est quand même les collectivités, les régions et les collectivités locales qui ont la compétence économique, on est sur un champ économique. Donc c'est pas illogique de se retourner vers... Par le champ économique. Ceci dit, nous, on n'est pas des porteurs de projets en tant que tels. Les agences, on n'a pas vocation à être porteurs nous-mêmes de plans d'action. Puis sur un plan effectif, on n'y arriverait pas. Après, le territoire est quand même relativement assez organisé en termes de gouvernance. Ce qui est important, c'est qu'on ait des acteurs qui se prennent en main. Ça peut être... Et c'est important que ce soit en lien avec les collectivités. Nous, on arrive là en tant que financeurs, puis on donne le cadre quelque part. C'est notre cadre de donner des objectifs pour qu'on ait une adéquation sur l'eau et la biodiversité à terme, dans l'entrée sur l'eau. Mais sur ces sujets-là, on a travaillé avec l'AFB localement sur le bassin, on a travaillé avec les deux régions. Donc on a partagé ces actions-là. Et aujourd'hui, on n'a pas manque trouver des acteurs organisés. La difficulté, c'est d'avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas une exploitation. Ce qu'on a pu constater, peut-être que l'un des seuls endroits où on a une approche un peu globale du territoire, c'est en Deux-Sèvres. Sinon, on est globalement éco-phyto, tous ces sujets-là, c'est intéressant. On arrive à avoir des résultats qui donnent une exploitation, des résultats qui sont relativement assez intéressants, mais on voit que ça ne modélise pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un ensemble des groupes d'agriculteurs qui s'engagent dans une même direction, ça ne paiera pas. Alors après, ils peuvent partir en bio en partie ou partir sur des systèmes d'agroécologie. Ce qu'il faut, c'est effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas de solution unique, d'une part, et deux, il faut retrouver de la biodiversité. De la biodiversité, mais aussi de la nature dans les sols. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas retrouvé des lombriques, remis de la nature, retrouvé de la matière organique dans nos sols, on n'arrivera probablement pas ni à préserver la biodiversité, mais non plus à purifier et à stocker l'eau dans les sols. Donc c'est un peu ce système-là qu'il faut y arriver. Pour y arriver, il faut probablement bouger de façon assez importante sur les 10 prochaines années. Le modèle des exploitations, ça veut dire revoir les filières qui sont mises sur le territoire, les filières qui sont clairement plus adaptées. Et je ne fais pas le procès du maïs, parce que on en a beaucoup parlé de l'ex-Poitou-Charentes. Nous, on est très très inquiets sur ce territoire. Parce que c'est l'un des territoires qui est le plus impacté par le changement climatique. On a à peu près 12% en tirant bien de bon état des eaux. Et la façon dont on arrête le maïs, qui a chuté de 50% à peu près sur ce territoire-là, sur les 5-6 dernières années, pas dû à des questions de filière, mais dû à l'eau. On arrose aujourd'hui plutôt du blé, donc dès cette année, mars, avril, donc on met tout autant d'eau, bon, pas baisser la consommation d'eau pour l'irrigation, mais on l'utilise sur des cultures qui sont bien plus impactantes sur la qualité et qui permettent de lessiver bien plus vite les pesticides et de les retrouver dans l'eau. Donc ça, c'est relativement assez inquiétant, tout en entraînant. Donc c'est important, c'est d'avoir une approche qui soit coercitive, c'est-à-dire qu'on ait une véritable réponse agronomique aux problématiques du territoire, mais aussi une réponse économique de filière, parce que c'est pas intéressant non plus d'avoir des grandes exploitations. On a nous, sur le bassin d'Orient, on a
valeur moyenne de l'exploitation, c'est 40 hectares. On reste quand même plutôt sur des tailles familiales. C'est important, je pense, de garder cette activité, cette vitalité, mais à condition qu'on arrive à adapter les filières, qu'elles soient vertueuses. Et ça, c'est pas simple, parce qu'on touche beaucoup de facteurs, beaucoup d'acteurs, et la capacité à se coïncider. Donc on est dans un club, entre guillemets, de gens convaincus, ça va. Donc on est... mais l'enjeu, c'est comment on arrive à travailler, comment les agriculteurs arrivent à travailler ensemble, avec des voisins qui sont de plus en plus éloignés, avec des systèmes de plus en plus diversifiés. Malgré tout, c'est à ce rythme-là qu'on arrivera. Nous, ce qu'on constate, par exemple, François Pontanet a évoqué tout à l'heure, sur Guillaume Rigaud, dans le sud de Sèvres, on a 8 captages prioritaires Grenelle. Sur les 8, on en a 6 qui ont bien fonctionné, il y en a 2 qui ne fonctionnent pas. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à emmener l'ensemble des agriculteurs dessus. Donc, sur 6, on a réussi à baisser, notamment ceux qui on a des taux de bio assez importants. On voit bien quand on arrive à 30%, généralement de bio, ça sécurise tout. Mais globalement, on arrive à faire baisser, y compris quand on n'arrive pas à ces taux-là, à 10, 15, 20%, on arrive. Et si les autres agriculteurs jouent aussi sur la baisse des pesticides de 25 à 30%, on arrive à reconquérir un bon état des eaux, et notamment des nappes au bout de 10-15 ans. Par contre, quand on n'a pas une option globale, quand on a trop peu de massification, qu'on n'a pas une approche globale sur le territoire, on y arrive beaucoup moins bien. Donc on voit que la globalité, elle est... tout à l'heure, on parlait de lotissement qui passe à la commune qui passe à la région, et la région qui passe au bassin, et au-delà, jusqu'à l'Europe. Alors, des questions, des réactions. Là-bas, au fond, le monsieur avec la chemise bleue. Oui, Jacques Carroget, je suis vigneron à la FNAB, et puis je suis aussi membre du groupe Paysans de Nature là, qui a été présenté. Je réponds à Vincent, je discute avec Vincent Botabiol sur sa question qu'il a posée en fin de son exposé tout à l'heure, sur pourquoi est-ce qu'on ne bondit pas sur les envies sociétales en ce moment de ZTT à 150 mètres, il y a certainement des choses choisies. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi faire la différence entre la visibilité de la communication et le travail de fond. Et sans doute, il est certain que de toute façon, il y aura une réponse à ce sujet, et je laisserai Guillaume le soin de conclure par rapport à ça, mais la bio utilise aussi des cibles. Et moi qui suis vigneron, et évidemment qu'on utilise un certain nombre de cibles. Et qu'il faut que dans l'esprit, il y ait une différence nette qui soit faite entre la chimie de synthèse et la chimie minérale et la chimie naturelle, qui ont bien évidemment en termes d'impact sur l'environnement beaucoup de différences. C'est pas si simple, et je peux vous dire qu'en ce moment on discute, enfin on discute depuis longtemps, soit avec l'ANSES ou l'EFSA, et que par exemple l'EFSA vient de décider de faire un modèle d'évaluation des AMM différente pour les produits d'origine minérale que les produits d'origine synthétique, et que c'est déjà un grand pas pour qu'on puisse aller vers une différenciation nette entre les différents types. Alors, une réponse, et puis... C'est pas une réponse, je veux juste préciser quelque chose. C'est pas que les agriculteurs biologiques devraient prendre position sur ce débat, c'est pas du tout ça ma remarque, ma question, c'est ne pas laisser dire qu'un terrain agricole sans phytosanitaire part à l'abandon, parce que c'est ça qui a été dit. Voilà. Il n'est plus productif en fait. Parce que les bios sont productifs sans phytosanitaire. Donc je pense que c'est quand même important au niveau de l'opinion publique de faire valoir qu'on peut très bien cultiver sans phyto. Il y a la preuve par l'exemple. Monsieur. Oui, bonjour, Antoine Sadeski, Haut-de-Paris. Vous m'entendez bien? Oui. Je voulais juste répondre d'abord à votre question sur les collectivités et puis ensuite compléter sur les PSE. Alors, comment impliquer les collectivités? En fait, actuellement, il y a beaucoup de collectivités déjà qui montent leurs projets d'aides agricoles, de PSE. En fait, les collectivités sont très demandeuses parce qu'il y a de forts enjeux sur un certain nombre de ressources au niveau qualitatif, et que certaines d'entre elles se rendent compte que si on ne passe pas à la vitesse supérieure, il y a certaines ressources qu'on devra tout simplement fermer. Donc il y a beaucoup de collectivités qui sont motrices. Le problème actuellement, c'est que les PSE n'ont pas de cadre juridique. C'est la raison pour laquelle l'agence Adour-Garonne passe par les de minimis. C'est la raison pour laquelle nous, chez Haut-de-Paris,
on passe par une notification d'aide d'État à la Commission européenne, donc avec le ministère de l'Agriculture, pour avoir le droit d'utiliser ces PSE. Voilà, donc c'est ça aussi qui est très compliqué et c'est là-dessus qu'on doit innover. Alors peut-être que l'éco-scheme, comme le disait Monsieur Choisy, proposera une nouvelle opportunité, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Sur le sujet de la biodiversité, c'est vrai que nous, du coup, alors notre PSE, il n'est pas forcément ciblé que sur le bio, hein, c'est un PSE qui cible aussi les conventionnels, donc avec une mesure ciblée sur les grandes cultures, une mesure qui est ciblée sur l'élevage, donc pour favoriser l'augmentation des prairies, qui sont très intéressantes pour la protection de l'eau, et évidemment pour promouvoir le développement de la bio encore plus qu'on le fait actuellement. Après, c'est vrai que nous, on a vraiment une entrée haut, et on n'a pas forcément l'expertise de biodiversité, ou en tout cas, on n'a pas encore eu l'occasion de la mettre en œuvre, et on se rend compte que c'est un autre levier qui serait intéressant, un levier complémentaire, d'une part d'engagement des agriculteurs, parce que ça intéresse aussi les exploitants qui s'engagent pour la protection de l'eau, le sujet de la biodiversité. Donc nous, par contre, on est vraiment demandeurs d'arriver à développer ce sujet biodiversité dans l'animation territoriale, et éventuellement dans les PSE dans le futur. Alors je crois qu'en Deux-Sèvres, peut-être Monsieur le Bretagnol pourra témoigner, il y a une double animation qui est faite, MAE biodiversité, MAE eau. Et apparemment ça fonctionne assez bien et donc c'est complémentaire. L'eau est un bon moteur. On compte sur vous pour contribuer à l'atelier cet après-midi, voilà, et injecter quelques idées. Voilà. Bonjour, Pauline Radès de la LPO France. Moi j'avais une question pour Monsieur Choisy justement au sujet des PSE. Bien juste d'en parler un peu là. En fait, vous avez évoqué les PSE qui étaient mis en place dans le cadre de l'article 24 du plan biodiversité, et vous avez fait un lien avec ceux qui sont envisagés dans le cadre de l'éco-scheme, dans le cadre des négociations locales qui sont actuellement en cours. Moi, je suis assez surprise du lien que vous faites parce que j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement, la distinction est vraiment faite entre ces PSE plan biodive et les PSE qui seraient envisagés dans la prochaine PAC. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme écho de la part du gouvernement, du ministre de l'Agriculture, mais nous, on nous a dit il n'y a pas plus tard que 3 semaines que si l'éco-scheme, par exemple, n'était pas porté comme étant obligatoire à l'échelle européenne, la France ne le porterait pas. Donc en fait, tout à l'heure, vous parliez d'une histoire de 20-30% du budget du premier pilier, mais en fait, il est aussi possible qu'il n'y ait pas du tout d'éco-scheme. Et donc les PSE, j'ai l'impression que c'est un peu la réserve qu'ils se mettent au gouvernement, c'est de se dire les PSE, on les expérimente en France, sans attendre la PAC, certes. Mais pour moi, il n'y a rien d'évident, enfin encore, pour dire qu'il y aura vraiment des PSE dans le cadre de la prochaine PAC, ce qui est très dommage. On a un financement qui est quand même assez important, 9 milliards d'euros par an. Mais j'aimerais bien avoir votre ressenti sur la question. Qu'est-ce que vous entendez de la part du gouvernement? Est-ce qu'il vous dit c'est bon, on est parti sur des PSE pour la prochaine programmation de la PAC? Ou est-ce qu'ils ont le même discours qu'avec nous, c'est-à-dire on est quand même sur nos réserves? D'abord, on avait une commande sur ce sujet-là qui a fait suite au plan biodiversité, donc lancé par Nicolas Hulot, et puis les assises conclues par Emmanuel Vargon cet été. Donc c'est dans le cadre, ça s'inscrit bien dans une expérimentation de PSE sur 3 ans, donc on est limité dans le temps, sur un montant interagence au niveau national qui est de 150 millions d'euros, et qui a vocation à être poursuivi après par une politique de la politique agricole commune. On n'a pas vocation, nous les agences, à poursuivre à ce stade-là sur cette politique de paiement pour services environnementaux. Ceci dit, effectivement, ce stade-là de la PAC, on en est très en amont, on n'a pas une date avec certitude de la mise en place de la nouvelle PAC, pour le janvier 2022 probablement. En tout état de cause, on n'a pas le cadre encore qui nous permettrait d'affirmer que l'éco-scheme verra bien le jour. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un système sur lequel le pourcentage de financement n'est pas acquis. Le financement global des 9 milliards n'est pas acquis non plus parce que c'est directement indépendant du Brexit. Donc tant qu'on n'a pas tous ces éléments-là, il est difficile, je pense, d'en découler grand-chose et d'avoir beaucoup d'assurance. Voilà, en tout cas, ça se travaille.
La France a plutôt poussé pour ça, pour avoir un système sur le premier pilier qui puisse prendre en compte un système de paiement pour service environnemental, qui aille au-dessus de ce qui est les bonnes pratiques et ce qui est la base réglementaire, et qui aille un peu de façon parallèle à ce qu'on garderait quand même le deuxième pilier avec tout ce qui est les mises en place des MAE. Voilà, ce serait un système un peu transitoire entre les deux, sur une approche plus globale, mais avec des paiements toujours, je pense, étant donné qu'elle soit paiement au premier pilier avec des paiements à l'hectare, comme c'est le cas sur le premier pilier. Je ne pense pas qu'on en change beaucoup là-dessus. Donc on est sur ce territoire-là. Une expérimentation, c'est aussi pour pouvoir pousser, pouvoir dire on a du recul, on a mis en place des choses. C'est un peu pour ça que nous on est parti sur des minimis, parce que la notification qu'on attend aussi, la minimis c'est aussi en attendant d'avoir une notification comme Haute-Paris, il y en aura probablement plusieurs. Le ministère aussi travaille une notification plus globale. Voilà, ça met du temps pour avoir des résultats, et 3 ans c'est extrêmement court. Voilà, mais on a quand même l'ambition de le faire dans ce cadre-là, d'une préfiguration de la PAC, sans avoir la certitude que le PSE sera intégré dans la PAC demain, effectivement. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un système obligatoire pour les États activés, mais volontaire pour les exploitants, ce qui est complètement différent. Et la nuance est de taille.